Donc, je remercie vraiment beaucoup le professeur Mathieu Revez, qui, comme vous en doutez, est très, très occupé en ce moment, de bien vouloir intervenir à nouveau sur un thème qui est d'actualité malheureusement, qui est très changeant. Je vois qu'il a mis un titre très optimiste, donc c'est bien. Et il va pouvoir nous expliquer un petit peu où on en est actuellement. Merci Pascal, et merci de m'avoir invité à parler de ce sujet. J'ai pas pu regarder toutes les questions, mais j'en ai regardé certaines et j'ai essayé d'intégrer quelques réponses directement dans le topo. Je vous avoue que ça devient difficile de faire un topo Covid-19 en général, parce qu'il y a tellement de choses dorénavant que c'est un peu compliqué. Donc j'ai essayé de faire une espèce de condensé et puis vous verrez, j'ai une espèce de déroulé du. J'ai fait comme si on était devant un malade qui posait des questions et qu'il fallait le vacciner, mais qu'il hésitait. Donc, voilà comment se déroulerait ma consultation en pratique. Euh, donc, j'ai pas de conflit d'intérêt. J'ai un lien d'intérêt parce que je suis membre du Haut Conseil de santé publique. Je sors à peine d'une réunion là sur le sujet du Covid-19 et je suis membre du Collège des universitaires de maladies infectieuses et tropicales qui a aussi émis des avis. Donc, par définition, je suis d'accord avec les avis émis par ces deux entités. Juste, je voulais juste faire un tout petit rappel sur les enjeux de vaccination. On va passer très vite parce que bien évidemment, vous les connaissez, mais c'est juste pour repréciser que quand on parle de vaccination, et maintenant on ne peut plus parler de Covid-19 sans parler de vaccination, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce titre-là, c'est ça qui changera la dynamique de la pandémie et qui nous sauvera en pratique. On ne peut pas parler de vaccination, enfin quand on parle de vaccination, on est obligé d'intégrer deux paramètres. Bien sûr, la protection individuelle, je donne un médicament à mon malade pour lui faire du bien, à lui, pour en tout cas que sa santé aille mieux, et là, en l'occurrence, par les vaccins, pour que sa santé ne se dégrade pas. Mais je donne aussi un médicament à mon patient pour le bien de la population en général, et l'effet populationnel et collectif de la vaccination est quelque chose de particulièrement important à prendre en compte. On manquait de données encore jusqu'à il y a peu sur l'effet collectif de la vaccination individuelle de la Covid, et je vous montrerai qu'il y en a aussi, fort heureusement, et que donc également pour ce vaccin-là, comme pour tous les vaccins sauf celui du tétanos qui n'est pas une maladie contagieuse, donc également pour ce vaccin-là, quand on vaccine quelqu'un, quand on donne ce médicament à un individu, on lui fait du bien à lui, mais on fait du bien à l'ensemble de nos congénères. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et quand vous parlez de vaccination, vous êtes obligé d'aborder ces deux éléments. Dernier petit point d'introduction, parce que je ne résiste pas à vous le montrer. Les vaccins sont les médicaments qui ont sauvé le plus de monde dans toute l'histoire de l'humanité. Et il ne faut cesser de rappeler cette réalité. Ce sont les médicaments qui ont sauvé le plus de monde dans toute l'histoire de l'humanité et qui continuent à sauver une quantité d'individus de façon faramineuse. Les maladies contagieuses sont des maladies qui ne sont pas éradiquées. Il n'y en a qu'une qui est éradiquée, vous le savez, c'est la variole, qui est la première sur cette ligne. Les autres, elles ne sont pas éradiquées, elles ne sont pour l'instant que freinées grâce à la vaccination. Et dès qu'on lâche le pied sur le frein, les maladies contagieuses reviennent et recommencent à apporter leur lot de morbie et de mortalité. Donc, dans ces mouvances, même si on peut espérer, et d'ailleurs c'est ce qui est vu avec la campagne de vaccination actuelle, un certain regain d'intérêt vis-à-vis de ces médicaments, mais dans cette mouvance quand même de défiance, il ne faut cesser, nous en tant que professionnels de la santé, de rappeler que ce sont les médicaments qui ont sauvé le plus de monde dans toute l'histoire de l'humanité et qui continuent à le faire. Alors, voilà le déroulé de mon topo. Donc, la première chose, c'est qu'on va voir ensemble et on va revoir ensemble, parce que je pense que là aussi, il faut continuer à le rappeler auprès de nos patients, auprès de la population, de pourquoi il faut se vacciner. En gros, quel est le fardeau de la maladie Covid. Et on va voir qu'il est, vous le savez, mais c'est important aussi d'avoir des données très précises, qu'il est particulièrement lourd. Qu'est-ce qu'on a comme vaccin? Comment ils sont arrivés à notre disposition? Là aussi, j'espère éclairer certaines questions. Et en tout cas, dans les questions qui me sont parvenues hier, euh, j'espère en éclaircir. Est-ce que ces vaccins sont efficaces? Est-ce qu'ils sont bien tolérés? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Et qu'est-ce qu'on fait après la vaccination? Donc voilà
un peu comment se déroule, moi, ma consultation quand je vois un patient qui vient me dire: «Je ne sais pas si je veux me faire vacciner contre la Covid», bah, je lui parle de la maladie, du bénéfice que je vais lui apporter grâce à la vaccination. Je lui parle du médicament que je vais lui donner, je lui parle de son efficacité, effectivement, de ses effets secondaires s'ils existent et de ce qu'on fait après. Alors pourquoi il faut se vacciner contre la Covid-19? Donc là, c'est une très ancienne, hein, maintenant, publication, puisque c'est début de la pandémie, hein, c'est presque une autre époque. Mais en fait, cette publication qui décrivait les 40 000 premiers cas chinois pour lesquels on avait des informations, n'a depuis jamais été vraiment démentie. Et vous voyez que sur la partie centrale de la diapositive, je pense que vous voyez ma flèche sur la diapositive, les auteurs décrivaient cette maladie en trois types finalement. Une maladie qui était considérée comme modeste ou modérée ou légère, en fait, c'était la définition, c'est que c'était des patients qui étaient symptomatiques, que la maladie ne nécessitait pas en elle-même d'être hospitalisée, même si les patients, là, en l'occurrence, ils étaient hospitalisés, mais pas du fait de leur gravité, mais du fait de leur contagiosité. Donc 80% des malades étaient comme ça. En fait, maintenant, on le sait, hein, c'est 85% des formes symptomatiques sont des formes légères. 13% sont des formes sévères. Sévères, ça veut dire quoi? Ça veut dire nécessite d'être hospitalisé, mais pas en réanimation. Et 2 à 3% nécessitent une hospitalisation en réanimation. Et ça, cette cartographie de la maladie symptomatique, elle n'a pas été dédiée depuis. C'est vraiment ces chiffres-là. Donc, la majorité des formes symptomatiques sont des formes bénignes, avec en plus une mortalité qui est nulle chez les enfants et un taux d'asymptomatique qui est probablement assez important, au moins 50%. Bien évidemment, on n'a pas le chiffre exact parce qu'on ne connaît pas, hein, l'ensemble des personnes touchées. On le saura à la fin, finalement, après l'épidémie, mais en tout cas, une grande proportion de personnes asymptomatiques. Donc ça, c'est la réalité de la maladie. Alors quand on voit comme ça, on pourrait dire bah, c'est une maladie pas grave, mais finalement, ce qui fait la gravité de la maladie, c'est ça, c'est la cinétique de l'épidémie. Et vous voyez ici, sur la partie gauche de la diapositive, la dynamique de l'apparition du nombre de nouveaux cas et du nombre de nouveaux décès sur la partie droite. Ça s'appelait nCoV à l'époque parce qu'on l'avait pas encore séquencé, on l'appelait New Coronavirus. Et on comparait par rapport au SRAS, vous savez que c'était ce premier coronavirus animal identifié comme émergent en 2003, qui était une maladie particulièrement grave. Et quand on regarde la dynamique d'apparition du nombre de cas, on voit bien qu'on est dans deux épidémies complètement différentes, avec la maladie Covid, qui est une maladie exponentielle, explosive, avec un nombre de cas qui est particulièrement important. Et c'est ça qui en fait toute la gravité de la maladie. Individuellement, si on a la Covid, la probabilité de faire une forme sévère est très faible, mais il y a tellement de personnes touchées que bien sûr, on a un nombre de cas graves et donc un nombre de décès très important. C'est ça qui en fait toute la gravité, finalement, c'est l'impact populationnel de la maladie. Ce qui fait qu'actuellement, où on en est, alors la dernière mise à jour date de la semaine dernière, on est à au moins 163 millions de cas, mais probablement le double, hein, au minimum le double, et au moins 3 300 000 décès, mais là aussi probablement qu'il y a une sous-estimation du nombre de décès, en tout cas dans beaucoup de pays, dont 100 000, dont un peu plus de 100 000 en France. Donc on voit toute la gravité de cette maladie. Ce qui est important aussi sur cette carte, c'est quand vous regardez les couleurs, c'est qu'on ne pourra, vous voyez qu'il y en a partout dans le monde, bien évidemment, que les épidémies reflambent et rediminuent de façon séquentielle dans certains pays. On ne pourra parler de l'arrêt de la pandémie que quand il n'y en aura plus nulle part dans le monde. Une pandémie d'une maladie contagieuse comme celle-là, qui se transmet très facilement, ne sera éradiquée que quand il n'y en aura plus du tout dans le monde, nulle part, dans aucun autre pays. Et donc ça aussi, ça introduit quelque chose de très important, c'est qu'il est très important, bien évidemment, de vacciner l'ensemble de la population française, mais il est très important également de vacciner l'ensemble de la population mondiale pour protéger le maximum de personnes, mais y compris nous. Parce que si on n'éradique pas la maladie ailleurs que chez nous, elle nous reviendra, ça c'est sûr. Alors, quand je vous ai dit ça, je vous ai dit oui, effectivement, c'est une maladie qui est grave d'un point de vue populationnel, mais individuellement, ça reste quand même pas très très grave, et donc on peut comprendre que certaines personnes négligent les choses en disant moi je suis en bonne santé, je suis jeune, donc la probabilité que je fasse quelque chose de grave, c'est faible, et donc j'ai un investissement assez modeste pour me protéger face à cette maladie et pour tenir les gestes barrières.
Mais il y a quand même d'autres éléments à regarder. Ça, c'était une publication du début de l'année qui s'intéressait justement aux personnes qui avaient été hospitalisées au début de l'épidémie en Chine. Et les patients étaient suivis pour 6 mois. Et en fait, trois quarts des malades, ce que vous voyez ici, 76% des malades, avaient encore au moins un symptôme euh, lié au Covid 6 mois après leur hospitalisation. Et là, on a introduit ce que vous connaissez maintenant sous le terme de Covid long, euh, qui est un terme que moi, j'apprécie pas, enfin, je trouve discutable parce que Covid long, ça pourrait euh, laisser sous-entendre qu'il y a encore du virus. Or, on sait qu'il n'y a plus de virus dans ces cas-là, et c'est pour ça que je les ai appelés plutôt symptômes persistants post-Covid. Et ben voilà, trois quarts des patients dans cette publication-là avaient au moins encore un symptôme 6 mois de la maladie. Et on voit commencer à introduire finalement le fait que même si j'ai une forme pas grave sur le moment, bah, je peux être ma santé peut être touchée de façon importante, même de façon prolongée, par cette maladie pas grave, avec une altération de la qualité de vie de façon importante. Sur les données françaises, bah, sur la cohorte française qui s'appelle French Covid, 60% des personnes hospitalisées avaient au moins un symptôme à 6 mois, donc on arrive à peu près aux mêmes proportions, et un quart des malades avaient encore trois symptômes, avec bien évidemment, plus on a de symptômes, plus on a une qualité de vie impactée et une santé dégradée. Quels étaient les facteurs de risque d'avoir au moins trois symptômes? C'était le fait d'être une femme. On avait 2 fois plus de risque d'avoir trois symptômes 6 mois après que d'être un homme. Et d'avoir beaucoup de symptômes à l'admission aussi, bien évidemment, c'était à risque. Alors là, vous pouvez dire que finalement, c'est des patients hospitalisés. Donc là aussi, ça concerne qu'une minorité de malades. Finalement, nous, on avait regardé dès le début de la première vague, on avait suivi 311 patients ambulatoires, c'est un interne du service qui avait fait ce travail-là, pour justement les suivre au long cours, pour savoir si ils avaient des symptômes. Et 6 semaines après, 53% seulement des patients étaient guéris, 40% avaient des dyspnées. Et vous voyez les chiffres qui continuent comme ça. Et 6 mois après, on a les données maintenant. On était pareil, à un quart des malades qui avaient encore des symptômes invalidants, alors que là, ces malades-là avaient des symptômes, des formes de Covid initiales très peu sévères, des formes tout à fait bénignes, et ces patients-là n'avaient pas été hospitalisés. Donc, vous voyez que ces symptômes persistants post-Covid sont en fait des choses assez fréquentes, avec des conséquences néfastes sur la qualité de vie, sur la santé au long cours, qui est très important, y compris chez les gens jeunes, sans comorbidité. Donc, même individuellement, finalement, ce n'est pas une maladie si bénigne que ça. Est-ce que ça existe chez l'enfant, ces syndromes persistants post-Covid? On a beaucoup moins de données que chez l'adulte, mais on commence à en avoir. Vous voyez ici cette étude italienne qui est sortie il y a très peu de temps, il y a 3 semaines, à vrai dire. 109 patients qui étaient suivis, là aussi des enfants qui avaient des formes très bénignes, qui n'étaient pas hospitalisés, et ils étaient rappelés 160 jours plus tard, et les parents considéraient leurs enfants guéris que dans 42% des cas. 35% avaient un ou deux symptômes, et 22%, là aussi on arrive au quart, comme un peu partout, avaient au moins trois symptômes 160 jours après le début de la maladie. Donc ces symptômes persistants post-Covid sont des formes finalement très invalidantes, et même pour quelqu'un en bonne santé, le Covid peut être une maladie grave, et donc ça nécessite d'être protégé. Quels sont les signes cliniques les plus fréquents retrouvés en post-Covid? En fait, ce sont les mêmes que les symptômes que vous avez au début, et tout a un peu été décrit, mais la fatigue et la dyspnée sont les symptômes les plus fréquemment rapportés, par les patients se plaignant de symptômes post-Covid persistants. Encore une fois, un quart des malades, 6 mois après la Covid, symptomatiques, vont avoir au moins trois symptômes persistants, avec des intensités variables, bien évidemment, mais au moins trois symptômes persistants 6 mois après la Covid. Donc, c'est une maladie très, très invalidante. Vous avez ici les symptômes les plus fréquents, et j'introduis dans cette diapositive, parce que je n'ai pas le temps de détailler complètement les symptômes persistants post-Covid. On pourra répondre aux questions bien évidemment après, mais j'introduis ici le site de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé, dont une partie, je vous ai mis sur une diapo, puisque je pense que vous pourrez avoir accès au diaporama. Je vous ai mis sur une diapo des liens qui vous permettent d'accéder directement sur le site de l'HAS aux pages spécifiquement dédiées
aux symptômes persistants post-Covid qui sont très informatives avec des fiches dont on va revoir certaines. Donc voilà les signes les plus fréquents. En gros, tout a été décrit en post-Covid pour faire ça. Alors, comment on peut parler de symptômes persistants post-Covid ou de Covid long, hein? Eh bien, il y a des critères diagnostiques, hein. Il faut qu'il y ait un épisode initial symptomatique de la Covid, soit confirmé biologiquement, soit très probable sur la clinique, hein. On est maintenant tout à fait capable de faire un diagnostic de Covid sur la clinique seule, hein, ça peut suffire, avec présence d'au moins un des symptômes initiaux au-delà des 4 semaines suivant le début de la phase aiguë, et des symptômes prolongés qui ne sont sans lien avec une autre étiologie. Donc, vous voyez on introduit le côté de diagnostic d'élimination. Il faut avoir éliminé d'autres diagnostics avant de retenir cette maladie, finalement, parce que c'est une nouvelle maladie décrite, qui est la maladie persistante post-Covid. Voilà les critères diagnostiques qu'il faut utiliser. Les signes les plus fréquents, je vous les ai répétés ici, hein, mais vous les aviez déjà sur les diapositives précédentes. Il peut avoir des troubles de l'eau des reins qui vont durer très longtemps. Et puis, dans les troubles qui sont plus impactants, il y a notamment les troubles de la concentration et de mémoire, des manques de mots qui sont assez fréquents et qui sont très invalidants pour les malades. Alors, est-ce qu'il faut faire un bilan chez des patients qui ont des symptômes persistants post-Covid? Assez souvent, puisqu'il ne faut pas acheter tout de suite le diagnostic de symptômes persistants post-Covid. Encore une fois, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, il faut savoir faire des examens complémentaires s'il y a besoin. Si c'est quelqu'un qui a des facteurs de risque cardiovasculaire et qui se plaint de douleurs thoraciques, il est important de faire un bilan cardiovasculaire, bien évidemment, au moins un électrocardiogramme pour être sûr qu'il n'y a rien. Vous pouvez faire aussi des dosages de troponine parce qu'il a été décrit des myocardites post-Covid. Et donc ça, vous allez avoir une pertinence diagnostique très importante en faisant des dosages post-Covid. Si les patients avaient un Covid grave initialement, c'est toujours très intéressant, s'ils se plaignent de dyspnée, de faire un scanner thoracique, puisque chez les patients, notamment les patients de réanimation, ils peuvent avoir des fibroses post-Covid séquelaires de la maladie et de la ventilation mécanique. Donc ça, c'est important de pouvoir dépister d'éventuelles fibroses sur un scanner. Il faut pouvoir faire des épreuves fonctionnelles respiratoires si ça vous évoque des asthmes ou une maladie des symptômes à type de BPCO, etc. Voilà, donc les examens complémentaires sont bien évidemment guidés par votre clinique, mais il faut savoir en faire si besoin, si en tout cas les signes cliniques vous orientent vers des maladies organiques assez importantes. Pour les patients qui n'étaient pas graves au cas par cas, initialement, vous le faites au cas par cas et vous aidez de votre clinique, faites-vous confiance. Si vous avez l'impression que c'est intéressant de faire un scanner, il faut faire le scanner. Je ne vous dis pas de le faire systématiquement, mais ça peut être intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la physiopathologie de ces symptômes persistants post-Covid n'est vraiment pas bien connue pour l'instant. Nous, dans le travail que je vous ai montré, là, fait par Lucas Armange, qui était notre interne, on avait 25 de ces malades qu'on avait suivis. On les avait explorés à 2 mois post-Covid de façon exhaustive avec scanner, électromyographe, épreuve fonctionnelle respiratoire, épreuve d'effort, etc., etc. Après, les symptômes, les examens complémentaires pouvaient être dictés par les symptômes dont ils se plaignaient. Notamment, il y a eu des IRM cérébrales pour les personnes qui se plaignaient de troubles neurocognitifs avec des évaluations neuropsychologiques. Et en fait, on trouvait à chaque fois absolument rien. Le bilan biologique était lui aussi strictement normal, sans syndrome inflammatoire, sans stigmate d'auto-immunité. L'ensemble des examens complémentaires était strictement normal. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de maladie. Ils sont malades, les gens, avec des symptômes très invalidants, mais on ne comprend pas la physiopathologie. Ce dont on a l'impression, mais ça paraît un peu de la physiopathologie de comptoir de dire ça, c'est que en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie désadaptation de l'organisme à l'ensemble des sollicitations qu'il reçoit quotidiennement et qu'il est incapable de réagir de façon adaptée, c'est-à-dire qu'on va être dyspnéique pour la moindre sollicitation, alors que logiquement, on ne devrait pas être dyspnéique, on n'est plus capable de se concentrer de façon adaptée. Et en fait, ce qui marche, c'est finalement des séquences de réadaptation à l'effort, à l'entraînement psychologique, etc. Donc là, je vous montre par exemple, ce sont des exemples des fiches de l'HAS dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont vous permettre, dont je vous ai pris l'évaluation de la dyspnée,
par exemple. Sur le site de l'HAS, il y a des fiches qui vous permettent d'évaluer chaque symptôme. La dyspnée, les troubles neuropsychologiques, les douleurs musculaires, les céphalées, les douleurs articulaires, etc., etc. Et c'est très important quand vous voyez un malade avec des symptômes persistants post-Covid de prendre du temps pour faire avec lui cette évaluation très précise. Alors voilà, donc en fait là, il ne s'agit pas de détailler toutes ces fiches-là parce que encore une fois, je n'ai pas le temps. Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble avec des arbres décisionnaires qui sont très bien faits encore une fois sur le site de l'HAS. Donc je vous encourage, si ça vous intéresse et si vous suivez des malades, à aller sur le site. Vous voyez les scores pour évaluer par exemple le syndrome d'hyperventilation, hein, qui est là aussi une hyperventilation spontanée des malades, en tout cas, ou alors provoquée pour des sollicitations minimes et donc non adaptées. Ça vous permet de créer des scores et c'est très intéressant de le faire avec eux. Nous, c'est notre expérience. Les premières consultations des patients qu'on voit pour syndrome persistant post-Covid, c'est au moins 1 heure, ça c'est sûr, 1 heure à 1 heure et demie, où on va faire le bilan avec eux de ça et ça leur permet eux-mêmes de voir finalement qu'ils ont, en fait, ils n'ont pas de problème organique au sens strict, leurs organes sont aptes à bien fonctionner, mais ils ne savent plus comment le faire et de mettre en place après un programme de réhabilitation qui est assez efficace. Donc, je vous montre ici ces diapositives, c'est pour exemple, et là c'est par exemple l'explication du syndrome d'hyperventilation que vous voyez ici, hein, le SHV, qui explique que finalement c'est un problème de désadaptation et qu'on n'est plus capable de réguler de façon adaptée la respiration et qu'il faut donc qu'on réentraîne les patients à bien réadapter et bien faire fonctionner leur respiration. Il y a des traitements qui sont intéressants et notamment les kinésithérapies de réadaptation à l'effort. Enfin, voilà, là, je vous ai pris l'exemple de la dyspnée, mais vous pouvez détailler et défiler toutes ces problématiques à l'envi en fonction des différents symptômes. Et vous voyez les fiches là, qui sont là. Vous aurez les diapositives et vous pouvez télécharger toutes les fiches, symptôme par symptôme, avec les arbres décisionnaires et comment prendre en charge vos malades. C'est vraiment très, très bien fait. Je ne suis pas à la haute autorité de santé, donc je peux en faire de la pub de façon tout à fait naïve, mais c'est vraiment très bien fait et ça aide énormément à la prise en charge des malades. Bon, ce que je voulais vous dire pour tout ça, outre les fiches techniques qui peuvent vraiment vous aider, c'est que finalement, la maladie Covid, même pour les malades qui sont en bonne santé initialement, pas graves, jeunes, qui ne sont pas connus pour être à risque de faire des formes graves, bah, ils peuvent être touchés par les symptômes persistants post-Covid, ce qui peut gréver très fortement leur qualité de vie secondairement. Et donc, c'est intéressant de se faire vacciner. L'autre élément qui est à prendre en compte, et ça rejoint le fait que je vous disais que le syndrome persistant post-Covid, ça doit être un diagnostic d'élimination, c'est cette étude qui est très intéressante. C'était les patients en Angleterre qui étaient hospitalisés pour Covid, et en fait, ils regardaient quels étaient leurs devenirs de santé finalement dans les 6 mois qui suivent leur Covid par rapport à une population appareillée, donc avec les mêmes facteurs de risque, les mêmes distributions d'âge et de sexe, de poids, etc., mais qui n'avaient pas fait le Covid. Donc, ils ont comparé 40 000 patients qui avaient fait la Covid versus d'autres qui n'avaient pas fait la Covid. Et ce que vous pouvez regarder sur cette diapositive, c'est que c'est très intéressant, c'est que les gens qui ont fait de la Covid, dans les 6 mois qui suivent la Covid, ils ont des risques beaucoup plus importants que les personnes qui n'ont pas fait la Covid de faire plein d'autres maladies. Vous avez ici la découverte de diabète. Il y a un risque qui est beaucoup plus important chez les patients qui ont fait le Covid, mais si vous regardez les événements cardiovasculaires majeurs, les événements cardiovasculaires majeurs étaient définis par des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux et des ischémies aiguës de jambes qui étaient quand même vachement moins fréquents. Donc, c'était essentiellement des infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux. Et vous voyez que vous avez un risque qui est augmenté quasiment par 3 à 4 d'événements cardiovasculaires majeurs si on a fait la Covid par rapport au groupe contrôle. On est bien d'accord qu'il n'y a plus de Covid actuellement, mais c'est vraiment l'apparition d'un nouvel épisode.
Pareil pour l'insuffisance rénale, on multiplie le risque par 2. Pareil pour la pathologie hépatique sévère, même si l'incidence est beaucoup plus faible. Mais vous voyez que chez les gens qui ont fait de la Covid, c'est beaucoup plus important. Et ça, aussi chez les gens qui n'avaient jamais fait ce type de pathologie avant la Covid. C'est-à-dire que des gens qui étaient vierges de tout antécédent cardiovasculaire avant la Covid, ils ont un risque de développer un événement cardiovasculaire majeur dans les 6 mois post-Covid qui est multiplié par 5 à 6 par rapport à la population générale qui, elle non plus, était indemne d'événements cardiovasculaires dans les suites. Donc ça, c'est vraiment très important à voir. En fait, ce qui se passe, c'est que la Covid, c'est un événement pour l'organisme très, très, très invalidant et très impactant, avec une agression majeure, notamment une inflammation qui est majeure. Et cette inflammation, cette agression au moment de l'épisode aigu de la Covid, va avoir des répercussions pour la suite très importantes. On le savait déjà pour d'autres maladies. Hein. Quelqu'un qui est hospitalisé en réanimation pour un choc septique, on sait qu'il a une mortalité à 10 ans beaucoup plus élevée que quelqu'un qui n'a pas été hospitalisé en réanimation pour un choc septique, même si vous prenez des patients parfaitement identiques initialement. Et bien là, pour la Covid, on retrouve la même chose, mais beaucoup plus rapidement, puisque c'est dans les 6 mois. La Covid est une agression très intense qui provoque des dégâts très importants, notamment au niveau cardiovasculaire. Et ces dégâts qui sont occasionnés au moment de l'épisode aigu vont avoir des conséquences par la suite, alors même que la maladie Covid a complètement disparu, alors même que les patients n'ont pas forcément de symptômes persistants post-Covid, mais ils ont un risque accru majeur de diabète, d'événements cardiovasculaires sévères, d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatocellulaire. Donc ce n'est pas une maladie anodine, même pour les gens en bonne santé, qui sont jeunes, qui n'ont pas de problème de santé initial. C'est une maladie qui peut avoir un impact majeur et donc il faut s'en débarrasser le plus vite possible et s'en débarrasser grâce à la vaccination. Vous voyez ici le risque de décès, quels que soient les types de malades. Alors vous savez que dans les publications anglo-saxonnes, ils différencient beaucoup en fonction de l'ethnie des patients, ça nous concerne un peu moins, mais quand vous comparez le facteur de risque par rapport à la population générale impactée, vous voyez que le risque de décès, notamment chez les personnes de moins de 70 ans, hein, vous multipliez le risque de décès post-Covid dans les patients de moins de 70 ans par 14. Donc c'est absolument énorme. Si vous regardez le risque de réhospitalisation, quel qu'il soit, c'est très important. Hein. On multiplie en gros le risque par 3,5, hein, toute population confondue. Les facteurs de risque cardiovasculaire, je vous l'ai dit aussi, chez les moins de 70 ans, vous augmentez le facteur de risque par 4. Les maladies respiratoires chroniques, chez les moins de 70 ans aussi, vous augmentez par un facteur 10. Donc voilà, c'est une maladie qui est particulièrement à risque et qui impacte très lourdement la santé. Donc c'est très important de s'en débarrasser et de se vacciner. Alors, l'autre chose qu'on pourrait se dire, qui pourrait nous dire finalement il n'y a pas forcément besoin de se vacciner, ce serait si on avait des traitements qui étaient très efficaces au moment de l'épisode aigu. Non, en fait, il n'y a aucun traitement curatif qui soit réellement efficace. La dexaméthasone, qui est cette corticothérapie, ça diminue le risque de mortalité, mais chez les patients déjà graves, en fait, on n'a aucun effet de quelque médicament que ce soit chez les patients qui ne sont pas graves. Et on n'a pas de médicaments hors vaccin qui évitent aussi la maladie. Il y a plein de traitements qui ont été étudiés. Et en l'état actuel des connaissances de la science, en tout cas, là, il n'y a aucun médicament hors vaccin, bien sûr, qui a montré le moindre effet tant en préventif que bien sûr en curatif. Donc on n'a pas de médicament pour traiter la Covid, donc ce qu'il faut, c'est l'éviter. Alors où on en est en termes d'épidémiologie, est-ce qu'il y en a toujours beaucoup? Alors oui, il y en a beaucoup moins. Là, vous voyez ici, c'est le taux d'incidence, donc les nouveaux cas. Hein. Vous voyez que là, c'était la deuxième vague. La première vague n'apparaissait pas sur cette diapositive. Donc, ça diminue quel que soit le taux d'âge, mais ça diminue, on reste encore très élevé. Vous vous souvenez, hein, là actuellement, on est à peu près au niveau français à une incidence qui est aux alentours de 120-150 pour 100 000 habitants. Donc on se réjouit de cette baisse d'incidence, c'est très vrai, on est très content avec ça et on a raison de se réjouir. Mais rappelez-vous comment on était en septembre dernier. En septembre dernier, on a dit attention, l'épidémie risque de repartir et on sera dans une situation difficile quand l'incidence dépassera les 50 pour 100 000. À l'époque de septembre dernier, notre référentiel, c'était 50 pour 100 000.
Donc là, actuellement, alors qu'on dit que ça va beaucoup mieux, on est encore à 2 à 3 fois plus de taux d'incidence que le signe d'alerte qu'on avait défini en septembre. Alors pourquoi maintenant on fait plus haut? Parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein, et on se satisfait de ce qu'on a. Mais on reste encore dans une incidence qui est très élevée. Vous avez ici le taux de reproduction, hein, qu'on appelle le R. Alors ça, c'est une terminologie qu'on a tous appris, pour ceux qui ne le connaissaient pas déjà, à connaître avec cette épidémie. Vous vous souvenez qu'on parlait au début du R0. Le R0, c'est le taux de reproduction naturel, c'est-à-dire si moi je suis malade, combien de malades je vais créer moi si on ne fait rien par rapport à la maladie. Donc le R0, le taux de reproduction naturelle de la maladie, c'est 3,5, hein, c'est-à-dire qu'à partir d'un malade, il va avoir 3,5 malades dans les suites qui vont être créées. Et le R, c'est le taux de reproduction avec des mesures de lutte contre l'épidémie mises en place. Donc maintenant, on ne peut plus parler de R0 parce qu'avec la vaccination, les masques et les mesures barrières, il y a des mesures mises en place. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de R. Alors, il y a une question qui est: quels sont les résultats des anti-spike pour les patients fragiles? Je n'ai pas bien compris, mais euh, c'est sans doute des vaccins et je vais vous parler. Donc là, on est en dessous de 1. Donc quand on est en dessous de 1, c'est bien, parce que ça veut dire qu'à chaque génération, il y a moins de malades. Mais on n'est pas très bas encore. Et le risque, c'est que ça remonte assez vite. Donc, on reste encore dans une situation épidémiologique assez précaire. Et quand on regarde ce qui se passe sur l'hospitalisation, puisque c'est vrai que la Covid, c'est beaucoup aussi une crise de l'hôpital, hein. L'impact qu'elle a eu sur nos vies, ça venait du fait que l'hôpital était très rapidement embolisé par le nombre de malades Covid qui arrivaient. Donc, vous voyez ici le nombre de patients hospitalisés pour Covid qui diminue. C'est très bien, mais là, vous avez les 3 vagues, hein. La première vague, la deuxième vague, et puis là, la troisième vague. Et vous voyez qu'on reste encore très, 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 très haut. Après la première vague, on était revenu à un taux d'hospitalisation qui était très faible et qui est tout à fait assumable par les établissements hospitaliers. Là, vous voyez qu'on est à des taux d'hospitalisation qui sont très, 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 très élevés. Et donc là, vous voyez qu'on a plus de 20 000 malades supplémentaires par rapport aux malades habituels dans les hôpitaux. Et ce qui explique que la situation dans les hôpitaux, même si elle est nettement meilleure qu'elle l'était il y a encore un mois, reste encore très précaire parce que vous avez un nombre de patients hospitalisés beaucoup plus important que ce qu'on avait eu même après la première vague. Et ici, vous avez la même chose, mais en réanimation. Vous voyez qu'en réanimation, on reste encore avec un nombre de malades hospitalisés en réa de façon très importante, alors qu'après la première vague, il y avait quasiment plus de malades hospitalisés en réanimation en France, ou en tout cas très peu. Là, on garde un nombre de malades hospitalisés en réanimation très important, ce qui nuit à nos capacités d'accueillir d'autres malades. La mortalité reste élevée aussi. Là aussi, vous avez la mortalité de la première vague qui avait complètement disparu après, puis la deuxième vague. Et là, on a un fond de mortalité qui reste assez élevé. Donc, on est encore en situation très précaire face à la maladie. Alors, on a tous entendu parler des variants. Alors, déjà, c'est quoi un variant? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un virus, par définition, se modifie au fur et à mesure de son épidémie. Ça, c'est vrai pour tous les virus. Et ce qu'on dit variant, c'est dès qu'il y a ne serait-ce qu'une erreur lors de la réplication du virus, on parle d'un variant. Alors, le fait d'avoir des variants, ce n'est pas étonnant. Encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire. Tous les virus, quand il y a une épidémie, le virus de la fin de l'épidémie n'est pas le même que le virus du début de l'épidémie. Ça, c'est vrai. Donc, le fait d'avoir des variants n'est pas un problème en soi. Ce qui peut poser souci, c'est si un variant modifie radicalement le profil de l'épidémie. Ça, oui, ça peut poser souci. On connaît bien ça avec la grippe. Les coronavirus sont, en tout cas jusqu'à celui-là, étaient des virus qui mutaient peu. Il y a peu de mutations. Et quand elles mutaient, c'était des mutations qui étaient peu problématiques en termes épidémiques. Celui-là était un peu différent des autres coronavirus. Il ne mute pas beaucoup plus, mais il a des mutations qui peuvent être un peu problématiques sur l'épidémie, avec notamment plus de contagiosité. Et les variants que vous connaissez bien, hein, donc c'est le variant britannique, hein, bien évidemment, le premier qui a posé souci, qui est dorénavant majoritaire hein, dans l'hémisphère nord et en France. Il est effectivement 60% plus contagieux. Les vaccins sont efficaces. La gravité est très légèrement augmentée, mais individuellement, il n'y a pas beaucoup d'effets. C'est au niveau populationnel. Mais par contre, il est plus contagieux et il est dorénavant majoritaire. Hein, il a pris la place de la souche initiale. Puis les autres variants, vous avez le variant sud-africain. A priori, il n'a pas plus de formes graves, mais il est plus contagieux.
et il est majoritaire en Afrique du Sud et dans quelques pays de l'hémisphère sud. Il y a le variant brésilien qui est apparu à Manaus. Là, la description clinique, on a du mal à savoir, puisque Manaus, c'est là où il y en a le plus, c'est un peu compliqué d'étendre ce qui se passe à Manaus à l'ensemble du monde, puisque c'est une population excessivement jeune. Donc, c'est difficile de savoir. On a peut-être l'impression qu'il est un peu plus grave, mais même si on n'a pas de certitude. Et lui, il peut provoquer de l'échappement immunitaire. Ça veut dire quoi, l'échappement immunitaire? Ça veut dire que on peut faire, si on a fait la Covid, on peut refaire la Covid avec ce variant-là assez rapidement. Et puis, la vaccination peut ne pas être trop efficace, même si on n'a pas beaucoup de données sur ce vaccin, sur le variant brésilien. Puis enfin, il y a le variant indien, qui, lui, les variants en tout cas combinent plusieurs mutations. On ne sait pas s'il est plus grave, il a l'air d'être plus contagieux, et je vous parlerai de l'efficacité vaccinale sur ces variants dans la deuxième partie. Donc oui, il faut vacciner bien évidemment, puisque c'est la plus grande pandémie de l'ère moderne. C'est une maladie très grave d'un point de vue populationnel, mais également grave d'un point de vue individuel. Après ce que je vous ai dit, il y a bien sûr les personnes à risque de gravité, personnes âgées, obèses, facteurs de risque cardiovasculaire importants, mais également il y a les risques de syndrome persistant post-Covid. Et je vous ai montré aussi toute la morbidité induite secondaire par la Covid pour les personnes touchées. Cette épidémie a un impact majeur sur le système de santé et sur notre vie quotidienne. La mortalité est très importante, il n'y a pas de traitement curatif, et il peut arriver des variants embêtants. Et la meilleure façon pour qu'il n'y ait pas de variants à arriver, c'est que le virus circule beaucoup moins. Et pour que le circule beaucoup moins, il faut vacciner pour éviter sa propagation. Alors, fort heureusement, c'était le titre de mon topo, on a des vaccins. On parlera des vaccinations des moins de 18 ans, ça va arriver. Ouais. Alors, juste pour vous rappeler quand même les grandes étapes, parce qu'on entend beaucoup dire oui, moi je l'ai encore entendu mardi là, en consultation, on n'a pas de recul, les vaccins ils ont été faits à la va-vite et beaucoup plus vite que d'habitude, sous-entendu ils sont un peu bâclés et on n'a pas suivi les procédures habituelles. Alors, juste pour vous rappeler comment se passent les développements vaccinaux, d'abord, il y a de la recherche en preuve de concept, c'est de la recherche académique dans les universités ou in vitro, éventuellement un peu avec des études animales. On va essayer de trouver des cibles thérapeutiques, des cibles vaccinales intéressantes sur tel ou tel pathogène. Ça prend beaucoup de temps. Et puis, au bout d'un moment, des chercheurs vont trouver une cible potentiellement intéressante, ils vont la breveter et va arriver un développement pharmaceutique d'abord in vitro, important, de purification de la cible vaccinale, d'industrialisation du process de production, de purification des choses aussi pour que ça devienne vraiment un médicament. Donc ça prend au moins 5 à 7 ans, ça prend un temps fou. Et puis après, vous avez le développement préclinique chez l'animal et puis le développement clinique. Et bien ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on avait déjà fait tout ça pour le SARS, celui de 2003, et le MERS coronavirus, vous savez, qui est le coronavirus qui est présent au Moyen-Orient et qui provoque encore des pneumonies graves chez certaines personnes en Arabie Saoudite. Et en fait, ce qu'on s'est dit, ça a été un pari, c'est de se dire, en fait, ce qui est vrai pour le SARS et le MERS coronavirus, ça doit être vrai pour le SARS-CoV-2. Donc, finalement, on va s'affranchir de tout ça. Et ça, on ne va pas le faire pour le SARS-CoV-2 parce qu'on va partir d'ici. On va prendre ce qu'on connaît déjà pour le SARS et le MERS-CoV et on va aller directement au développement préclinique et le développement clinique. On ne fait pas ça. Et donc, c'était un pari. Les vaccins qui sont en développement pour le SARS et le MERS coronavirus ciblaient la protéine spike parce que tout coronavirus a une protéine spike, une protéine S. C'est quoi cette protéine spike? C'est un virus, pour qu'il soit pathogène, il faut qu'il rentre dans une cellule. Et pour rentrer dans une cellule, il doit interagir avec un récepteur présent à la surface d'une cellule. Et pour interagir avec ce récepteur à la surface d'une cellule, il utilise une de ces protéines qu'il a sur sa surface à lui. C'est comme la serrure, une clé qui va rentrer dans la serrure. Le virus a la clé à sa surface, la protéine, spike en l'occurrence, et il va la rentrer dans une serrure qui est le récepteur à la surface cellulaire. Donc, les vaccins qui étaient développés pour le SARS et le MERS coronavirus étaient dirigés contre la protéine S, spike, qui existe aussi sur le SARS-CoV-2. Et on s'est dit, ça va être la même chose pour le SARS-CoV-2. Donc, on va chanter cette partie-là et on va partir directement là-dessus. Donc là, on gagne 5 à 7 ans déjà. Ça, c'est pas mal. C'est un pari. Et puis après, ce qu'on va faire. Alors d'habitude, sur les phases précliniques et cliniques,
vous savez que ce sont des phases successives. On commence la phase préclinique chez l'animal, on attend que ça se finisse. Oui, ça a l'air pas mal. On commence la phase 1, où on fait quelques dizaines de volontaires pour voir si le médicament n'est pas trop dangereux quand même. Oui, ça a l'air de marcher. À ce moment-là, on passe à la phase 2, où là, on va prendre une petite centaine, quelques centaines de patients, où on va faire des recherches de doses. En gros, on va chercher quelle est la meilleure dose efficace et bien tolérée chez ces malades-là. Et une fois qu'on a trouvé la dose, on passe à la phase 3, qui est on a notre médicament et on va vérifier vraiment s'il est efficace et s'il n'a pas beaucoup d'effets secondaires sur des milliers d'effets de volontaires. Toutes ces études-là, toutes ces phases-là coûtent beaucoup d'argent. Et un industriel ne va pas se lancer dans une phase 1 tant que la phase préclinique n'est pas finie et pas certaine d'être efficace, puisqu'à ce moment-là, il va gaspiller de l'argent. S'il commence la phase 1 alors que la phase préclinique n'est pas finie et que finalement, à la fin, il se rend compte que la phase préclinique dit non, il faut arrêter le développement du médicament, il aura gaspillé tout l'argent qu'il aura mis dans la phase 1. Et donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Et là, qu'est-ce qui a été fait? Tout a été fait en même temps, en fait. Là aussi, c'était un pari, puis ça vient aussi du fait que l'énorme majorité des financements alloués au développement vaccinaux sont des financements publics. Et donc là, il n'y avait plus de problème de gaspillage d'argent. Donc, on a tout commencé en même temps. On a tout commencé en même temps en se disant, voilà, on commence tout en même temps, même la phase 3 à la toute fin des phases précliniques, quand les phases 1 ne sont pas encore terminées. Et si la phase 1 nous dit qu'il ne fallait pas commencer, on s'arrêtera là, ce n'est pas grave. On aura gaspillé de l'argent, mais comme c'est de l'argent public, les industriels ont dit que ce n'est pas très grave. Et puis comme il y avait une certaine urgence, tout le monde a dit OK. Et même la phase d'obtention de l'autorisation de mise sur le marché a commencé avant la fin des études de phase 3. Il était internationalement précisé qu'il fallait un nombre minimal de patients inclus avec un temps de suivi minimal important, et on le reverra dans les diapositives suivantes, pour commencer l'étude d'autorisation de mise sur le marché, qui prend un certain temps. Et bien sûr, quand la phase 3 était terminée, là on pouvait conclure définitivement. Donc vous voyez qu'on a fait exactement les mêmes phases, mais par contre tout en même temps. Tout en même temps. Alors, si vous regardez cette diapositive, vous voyez le nombre de vaccins qui étaient en route en phase préclinique. Vous voyez qu'on en perd énormément en route. On en perd énormément en route. Oui, parce qu'il y a des vaccins qui s'arrêtent dès la phase 1, d'autres qui s'arrêtent dès la phase 2, d'autres qui s'arrêtent dès la phase 3, et puis finalement, peu arrivent en phase finale, finalement. Là, c'était en décembre, il y avait le Pfizer qui était validé, mais depuis, vous savez qu'en France, il y en a 4. Il y a d'autres vaccins qui sont en cours d'enregistrement. Donc, il y a eu énormément de pertes en ligne, mais ce n'était pas grave. Ça nous a permis finalement d'atteindre un nombre de vaccins très intéressant. Vous voyez que sur 273 vaccins candidats, pour l'instant, on n'a que 4. La majorité des 273 se sont arrêtés en phase de développement. Donc, vous voyez qu'on a bien fait toutes les phases de développement, mais tout en même temps. Qu'est-ce qu'on a comme vaccin? On a les vaccins ARN, dont vous avez entendu parler. Donc, ce sont des vaccins quel est l'intérêt de ces vaccins-là? C'est que ce sont des vaccins qui sont très rapides à mettre au point, sont très faciles à produire. On en connaissait déjà qui étaient en cours de développement pour certaines maladies que vous voyez ici. Alors, pourquoi ils n'étaient jamais arrivés au bout? Parce que c'est des vaccins qui avaient des problèmes de conservation pas simples. Vous vous souvenez, au début, on disait, même si maintenant on facilite les choses, ça reste encore logistiquement compliqué, mais pour le Pfizer, il fallait des congélateurs à moins 80, pour le Moderna à moins 20, c'est compliqué. Alors, ce ne sont pas du tout des vaccins qui peuvent modifier l'ADN, vous êtes bien d'accord, c'est l'ARN qui est délivré à l'intérieur de la cellule par une nanoparticule lipidique et qui va être traduit en protéines immédiatement. Il va être traduit dans la protéine spike. C'est nous-mêmes qui allons produire la protéine spike, qui va être présentée à la surface des cellules et contre laquelle on va nous-mêmes immuniser. Donc ça, ce sont les vaccins ARN. Je vais passer vite parce que vous connaissez. Il y a d'autres vaccins qui sont des vaccins à vecteurs viraux. Alors, les vaccins à vecteurs viraux, il y en a de plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle les vecteurs viraux réplicatifs. Le virus qui nous sert, on va prendre l'enveloppe en fait du virus. On ne prend pas le virus lui-même, on prend juste son enveloppe. Et ça nous sert de vecteur pour administrer là aussi le code génétique qui va nous permettre de synthétiser la protéine d'intérêt contre laquelle on va s'immuniser. Et ce vecteur, dans les vaccins viraux réplicatifs, il va se multiplier. Donc ça, on connaissait beaucoup de vaccins de ce type-là en vétérinaire. On en connaît aussi
en humain, et notamment les vaccins Ebola. Hein, c'est le vaccin Ebola qu'on utilise. C'est des vaccins viraux réplicatifs. Et puis, il y a des vaccins non réplicatifs. Là, le vecteur, c'est juste la capsule virale, mais lui, il ne va pas être capable de se multiplier. Ce n'est pas possible. Il ne va pas se multiplier. Donc, il y en a deux, soit des adénovirus humains, soit des adénovirus de chimpanzé. Là aussi, c'est une construction rapide, mais avec une conservation qui est très aisée. Et donc, les deux vaccins qu'on utilise, nous, actuellement, l'AstraZeneca en 2 doses et le Johnson en 1 dose, ce sont des vaccins qui utilisent des adénovirus, du chimpanzé pour l'AstraZeneca, adénovirus humain pour le Johnson Johnson, mais non réplicatifs. Ils ne vont pas se multiplier, donc vous n'avez pas de multiplication virale quand vous injectez ce vaccin. Donc, il y a un très nombreux en développement. On a profité de ce qu'il y avait avant. Et c'est vrai qu'on a pu aussi, les études sont allées très vite par rapport aux autres vaccins, puisque là, on avait un nombre de malades énorme, en fait. Et donc, c'était très facile d'inclure des patients. Si vous développez un vaccin contre la rougeole, bah, il faut que vous ayez un nombre de rougeoles suffisamment important, potentiel, pour montrer une efficacité. Vous voyez ? Alors que là, on avait tellement de malades potentiels de Covid qu'on pouvait très rapidement inclure des malades et montrer l'efficacité des vaccins. On a fait des paris, on a investi très fort, et donc pour l'instant, on a 4 vaccins en France qui sont utilisés. Est-ce qu'ils sont efficaces? Là, je vais passer assez vite, en tout cas pour les premiers, mais pour vous montrer que ce sont des médicaments d'une efficacité redoutable. Hein. Ici, c'est le vaccin Pfizer, 44 000 patients inclus, 22 000 dans le groupe vacciné, 22 000 dans le groupe placebo. Il était évalué en 2 injections à 21 jours d'intervalle. Maintenant, on sait que l'affaire à 42 jours montre la même efficacité qu'à 21 jours. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait pas mal de patients d'un certain âge, en tout cas de plus de 65 ans, et vous voyez que le maximum, c'était 91 ans. Et ça, c'est intéressant pour montrer l'efficacité chez les personnes plus âgées. Toutes les personnes étaient exposées au Covid. Et voilà, pour qu'on puisse commencer l'étude d'AMM, il faut qu'il y ait au moins plus de la moitié des patients inclus qui soient suivis plus de 2 mois. Et ça, c'est vrai pour toutes les études. Et vous voyez l'efficacité, hein, une efficacité redoutable qui donne en fait une efficacité à 95%. Ici, vous avez le nombre de Covid chez les patients qui ont eu le placebo et vous comparez aux personnes qui ont eu le vaccin, en sachant que la deuxième dose était ici. Hein, vous voyez que, et donc les gens sont parfaitement immunisés à partir de J28. Vous voyez qu'après J28, il n'y a plus du tout de Covid. Donc, c'est une efficacité qui est vraiment redoutable pour le vaccin Pfizer. Et depuis, on a des études en phase populationnelle. Hein. Vous savez qu'Israël a vacciné une très grande partie de sa population avec le vaccin Pfizer. Et ce qu'ils ont montré, c'est absolument extraordinaire, c'est que 7 jours après la deuxième injection, ils montrent une efficacité de 95% contre tout type d'infection. Et puis, ils apportent des données nouvelles contre les infections asymptomatiques. On ne savait pas, en fait, avec la première étude que je vous ai montrée juste avant, si on empêchait la maladie symptomatique ou si on empêchait le fait d'être porteur du virus. Et c'est pour ça qu'on vous disait, on ne sait pas si ça évite bien la transmission. Parce que si on peut être porteur du virus, certes, on n'est pas malade, c'est déjà bien, mais si on peut être porteur du virus, on peut le transmettre. Et bien là, ce qui est intéressant, c'est qu'on évite 91% des formes asymptomatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne sont plus capables de porter le virus. Et donc, oui, la vaccination empêche la transmission du virus. Et ça, c'est une réponse, c'est un résultat extraordinaire. 90% sur les Covid symptomatiques. Alors, 97%, ce n'est pas 100%. Mais si on fait quand même le Covid symptomatique, on diminue le risque de 97% d'être hospitalisé au Covid. Mais bon, ce n'est pas 100%. Mais si on est hospitalisé contre le Covid, on diminue de 97% la probabilité de faire un Covid grave. Bon, ce n'est pas 100%. Mais si on fait quand même un Covid grave, on diminue de 96% la probabilité de mourir de ce Covid. Donc, vous voyez qu'on a une efficacité absolument redoutable de la vaccination. C'est très bien. Et cette efficacité est démontrée à la fois sur les souches classiques et les souches anglaises en Israël. Le deuxième vaccin qui a eu l'AMM, c'est le Moderna, à peu près le même type d'étude, 30 000 patients inclus, 15 000 dans chaque bras, 2 injections à 28 jours d'intervalle. Et là, pareil, maintenant, on sait qu'à 42 jours, on a la même efficacité. Et voilà, on a une efficacité de 94%. Et déjà, dans cette étude-là, on montrait qu'il y avait une efficacité contre les Covid graves. Alors, on n'a pas d'étude populationnelle avec le Moderna parce que c'est un vaccin qui est beaucoup moins utilisé que le Pfizer. Mais dans l'étude qui a permis son AMM, on avait déjà une efficacité sur les Covid graves. Donc, ça évite de faire le Covid. Et si on l'a fait, on a une probabilité beaucoup moins importante de faire un Covid grave grâce au vaccin.
Pour l'AstraZeneca, c'est un vaccin donc, qui utilise un adénovirus de chimpanzé non réplicatif, 23 000 patients utilisés, inclus. Et bon, c'était une étude un peu plus compliquée, mais vous voyez, ce qu'on voyait, c'était une efficacité de 70%. Et en fait, on avait l'impression déjà dans cette étude que l'efficacité augmentait si on espaçait la durée entre l'administration des deux doses, puisque déjà avec une seule dose, on avait une efficacité de 64%. Et ça, c'est une spécificité de ce vaccin-là, c'est que déjà avec une première dose, on a une efficacité qui est relativement bonne, 64%. Et dans l'étude, mais dans cette étude-là, ils faisaient la deuxième dose de vaccin, surtout à 6 semaines. On gagnait un petit peu avec la deuxième dose, mais pas beaucoup. Et depuis, il y a eu d'autres études qui montraient que finalement, si vous espaciez l'administration entre les deux doses, vous renforciez l'efficacité. Et en fait, c'est assez facile à comprendre. Je vous ai dit que c'était un vaccin qui utilisait un vecteur viral, un adénovirus. Alors cet adénovirus, il est travaillé en laboratoire avant de l'administrer, bien évidemment, pour éviter au maximum de créer une réaction par ce virus-là et de créer une réaction immunitaire orientée vers ce virus-là. Mais on a quand même une immunité qui va se créer contre ce virus-là. Et finalement, quand vous injectez le vaccin AstraZeneca, vous avez une double réponse immunitaire qui se fait. La première face au vecteur adénovirus et la deuxième face au Covid. Et la première immunité face au vecteur, c'est une immunité qui est faible et qui est surtout courte dans le temps. Et en fait, on sait qu'elle est maximum à peu près entre 3 et 6 semaines après l'injection. Et donc, si vous injectez la deuxième dose d'AstraZeneca à 6 semaines, vous l'injectez au moment où l'immunité antivectorielle est maximale. Et donc, en fait, vous n'allez pas avoir l'effet deuxième dose, puisque le virus vectoriel va être d'emblée détruit par notre immunité, et y compris ce qu'il contient. Et donc, vous n'avez pas l'efficacité deuxième dose. Alors que si vous la faites à 3 mois, là, vous avez l'efficacité deuxième dose, parce que vous avez perdu votre immunité antivectorielle, et donc vous avez l'effet deuxième dose. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut qu'il faut faire l'injection à 12 mois. Et si on fait l'injection à 12 mois, on obtient une efficacité proche de 90%. Ce qu'a montré l'AstraZeneca en Écosse, c'est que l'AstraZeneca diminuait de 94% la probabilité d'être hospitalisé par Covid. Et ça aussi, c'est très intéressant, c'est qu'en population, on voit qu'on a une efficacité aussi grâce à l'AstraZeneca sur l'hospitalisation et donc sur les formes graves. Pour le vaccin Johnson, là, c'est un adénovirus humain non réplicatif, à peu près 40 000 personnes inclus, 20 000 dans chaque groupe. Pareil, une proportion non négligeable de personnes de plus de 65 ans. Et à 28 jours, on a une efficacité de 66% et également une efficacité contre les formes graves. Donc, c'est vrai que 66%, ça peut être un peu plus faible, mais on voit que donc c'est à 28 jours de l'injection. Hein. Vous savez que le Johnson se fait en une seule injection. Mais par contre, on voit une efficacité sur les formes graves. Donc, on a 65% de chances de moins de faire la Covid, mais si on l'a fait, on a 85% de chances de moins de faire un Covid grave. Puis le grand intérêt, c'est qu'il se fait en une seule dose. L'autre intérêt de ce vaccin-là, c'est qu'on a une efficacité contre le variant sud-africain qui a été évaluée dès le début dans cette étude-là, puisque cette étude était menée en grande partie en Afrique du Sud, là où le variant sud-africain était majoritaire. Et en fait, on a les mêmes efficacités que pour les autres souches. Donc ça, c'est très rassurant. On a une bonne efficacité de ce vaccin-là contre les variants. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous ai mis ici un rapport sur plusieurs vaccins, dont certains, le Novavax ne va pas tarder à sortir probablement, qui montrait l'efficacité sur les formes sévères et l'efficacité sur le variant sud-africain. Vous voyez que l'AstraZeneca, par contre, ne marche pas bien sur le vaccin sud-africain, ça c'est sûr. Mais par contre, les autres marchent plutôt bien sur le vaccin sud-africain. Et puis, il y a le vaccin indien, et donc ça, c'est une étude qui n'est pas encore publiée, hein, qui est en pré-publication, qui est sortie la semaine dernière, une étude anglaise qui regardait l'efficacité sur le vaccin, sur le variant indien hein, qui est ici par rapport au variant anglais. Et ce que montre j'ai oublié d'entourer, mais vous voyez ici, l'efficacité après la deuxième dose pour l'AstraZeneca, c'est 60% contre le variant indien. Et pour le Pfizer, on est à 90% contre le variant indien. Et donc, ça montre une efficacité qui est plutôt bonne. Et ça, c'est une bonne nouvelle contre ce variant.
Donc, on a 4 excellents vaccins avec des effets sur le Covid, mais également sur les formes asymptomatiques et donc sur l'effet sur la transmission. Et c'est un effet sur les formes graves, donc il faut absolument le faire, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a des effets secondaires attendus de ces vaccins-là? Ce sont des médicaments, donc on a obligatoirement des effets secondaires. Et je voudrais revenir 2 secondes là-dessus, c'est que les vaccins, ils ont un handicap majeur par rapport aux autres médicaments. Et là, les vaccins qu'on a actuellement, ils ont un handicap encore plus fort que pour les autres vaccins. Euh, N'importe quel médicament peut avoir, et d'ailleurs on peut dire des effets secondaires sur des effets secondaires rares mais graves. N'importe quel médicament, ça c'est vrai. On l'a appris dans nos études, on l'a tous vu dans nos pratiques aussi, des médicaments qui étaient donnés, qui étaient censés être anodins, ont provoqué chez un individu donné des effets secondaires graves. Donc les vaccins ne dérogent pas à cette règle-là, et n'importe quel vaccin peut avoir des effets secondaires rares, mais très graves, c'est sûr. Par rapport aux autres médicaments, c'est qu'avec le problème des vaccins, c'est qu'on est obligé de les voir. Puisque là, par définition, là, les vaccins qu'on a actuellement contre le Covid, ils sont destinés à 7 milliards d'individus. Et les 7 milliards d'individus, on va les vacciner en une année. Donc, par définition, on va le voir. Et ces effets secondaires vont arriver tous en même temps. Donc, il va y avoir un effet groupe qui va apparaître. Alors que si vous donnez un médicament que vous destinez qu'à 50 millions de personnes et que vous avez un effet secondaire grave que toutes les 5 millions de doses, mais que ce médicament, vous le donnez à 50 millions de personnes, mais en 15 ans, vous avez beaucoup moins l'impression de le voir, cet effet secondaire. Là, en une année, vous allez donner 7 milliards de vaccins, et en fait 14 milliards de vaccins, puisque la plupart sont en 2 doses. Donc, on est sûr de voir les effets secondaires. Et donc, c'est certain qu'on verra des effets secondaires. La question, c'est de savoir si la présence de ces effets secondaires vont remettre en cause le rapport risque-bénéfice avec tout ce que je vous ai dit en termes de gravité. Si on regarde ce qui se passe dans les études qui ont permis l'enregistrement et l'autorisation de mise sur le marché de ces vaccins, on n'a pas d'effet secondaire grave qui a été rapporté avec le Pfizer, un peu plus d'effets locaux, bien évidemment, notamment sur la 2e dose. C'est un peu plus important chez les jeunes que chez les personnes de plus de 55 ans, mais vous voyez qu'à chaque fois, c'est assez modéré. Et si vous regardez les effets systémiques, c'est pareil. Il y a un peu plus d'effets, un peu plus important chez les personnes de moins de 55 ans. Là, je vous ai montré les effets sur les personnes de plus de 55 ans, mais c'est un peu plus important chez les personnes de moins de 55 ans. Mais à chaque fois, ce n'est pas très grave. Voilà ce qu'on a. Et pour l'instant, avec le Pfizer, on n'a pas de signal. Pourtant, on a vacciné plusieurs centaines de millions de personnes. On n'a pas de signal qui montre qu'il y a des effets secondaires graves rapportés avec ce vaccin-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, ça veut dire qu'ils sont excessivement rares et qu'ils mettent en rien en cause le rapport risque-bénéfice. Pour le Moderna, c'est à peu près pareil que le Pfizer. Il faut retenir que c'est pareil que le Pfizer, avec un peu plus de fréquence d'effets secondaires et locaux et systémiques. Il y a un peu plus de fièvre, un peu plus de douleur qu'avec le Moderna. Vous voyez, ici, il y en a un peu plus. À chaque fois, ce sont des formes qui ne sont pas sévères. Alors, grade 1, c'est pas sévère du tout. Grade 2, ça fait mal, mais ça n'empêche pas l'activité de tous les jours. Grade 3, ça empêche l'activité de tous les jours. Grade 4, s'il y avait, ça nécessite une consultation médicale, voire une hospitalisation. Donc, il y en a un peu plus avec le Moderna qu'avec le Pfizer, à chaque fois comparé au placebo. Et là aussi, il n'y a pas de signal rapporté d'effets secondaires graves. Avec l'AstraZeneca, en gros, et je vais faire un résumé de cette diapositive compliquée qu'il faudrait que je change, il y a 50% des gens qui ont un syndrome pseudo-grippal, notamment 50% des gens de moins de 60 ans. Au-dessus de 60 ans, on est plutôt aux alentours de 30% des gens qui ont un syndrome pseudo-grippal. Et chez les gens de moins de 60 ans, à l'époque où on le faisait, parce que maintenant on ne le fait plus chez les patients de moins de 55 ans, donc il y avait 50% des gens qui avaient un syndrome pseudo-grippal, dont 9% qui nécessitaient un arrêt des activités quotidiennes. Donc c'était un médicament qui était quand même pas très bien supporté, faut le reconnaître. Mais au-dessus de 60 ans, par contre, on avait beaucoup moins ça, et c'était moins de 2%. Alors avec pancréatite sur Pfizer, pour l'instant, on n'a pas trouvé de surrisque par rapport à la population générale, pour répondre d'emblée à la question. Voilà. Par contre, ce qui s'est passé avec l'AstraZeneca, mais également avec le Johnson, c'est la survenue, vous le savez, d'événements thrombotiques immunologiques, donc des thromboses veineuses, parfois artérielles graves, embolie pulmonaire, thrombose veineuse, thrombophlébite cérébrale,
thrombose mésentérique, etc., associées à des thrombopénies, et dont le mécanisme n'est pas du tout habituel pour les thromboses. D'ailleurs, le fait d'avoir un antécédent de phlébite ou d'embolie pulmonaire n'est pas une contre-indication. C'est un mécanisme immunologique, la même chose que ce qu'on voit dans les thrombopénies induites à l'héparine. Et d'ailleurs, on en fait le diagnostic de la même façon. C'est surtout chez les femmes jeunes de moins de 55 ans, c'est là où on a trouvé vraiment un surrisque par rapport à la population générale. Au-dessus de 55 ans, on n'a pas vraiment trouvé de surrisque par rapport à la population générale, puisque ces épisodes-là existaient avant, hein, et c'est un mécanisme immunologique. Et c'est ce qui a fait dire que pour ces vaccins-là, adénovirus, on ne fait pas de ces vaccins-là pour les gens de moins de 55 ans. Alors, j'ai vu une question qui apparaît, quid de l'hétérovaccination, c'est-à-dire on a commencé par de l'AstraZeneca et on va faire soit du Pfizer, soit du Moderna pour les gens de moins de 55 ans. Donc, pour l'instant, on n'a pas de données d'efficacité. Elles vont être publiées aux alentours du 15 juin. Il y a une étude qui est en cours en Angleterre, mais ils ont déjà publié donc, la semaine dernière les effets sur les effets secondaires. Et vous voyez, elle est un peu difficile à lire, cette diapositive, mais vous voyez ici sur la partie basse, la première colonne, c'est les gens qui ont eu 2 fois de l'AstraZeneca. La deuxième colonne, c'est les gens qui ont eu de l'AstraZeneca d'abord, puis du Pfizer. La troisième colonne, c'est les gens qui ont eu du Pfizer, puis du Pfizer. Et la troisième colonne, c'est les gens qui ont eu du Pfizer d'abord, puis de l'AstraZeneca, donc situation qu'on ne verra pas. Donc, ne regardez pas la troisième colonne, mais en fait, ce qu'il faut que vous compariez, c'est les 2 premières colonnes. AstraZeneca, puis AstraZeneca, puis Pfizer. Ben voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un peu plus d'effets secondaires. Pas grave, hein, il y a un peu plus de syndrome pseudo-grippal et de choses comme ça que si on fait 2 AstraZeneca. Voilà ce qu'il faut dire, en sachant que l'AstraZeneca était comparé avec des injections à 6 semaines, 2 injections à 6 semaines, et quand vous faites 2 injections à 6 semaines, la deuxième dose est vraiment très bien supportée. Ben, c'est normal parce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, on a l'immunité antivectorielle, donc on n'a pas en fait de deuxième dose. Quand on l'a fait à 12 semaines, par contre, ce n'est pas très bien supporté. Et ben, quand vous faites une hétérovaccination, on est en gros, il y a un peu moins d'effets secondaires qu'après la première dose de l'AstraZeneca chez les jeunes, mais il y a plus d'effets secondaires que sur le Pfizer seul. Voilà. Non, on ne voit pas de syndrome de désadaptation cardio-respiratoire à l'effort après Pfizer, y compris mineur, puisque ce n'est pas possible. En fait, le vaccin Pfizer ne provoque pas la Covid. Hein. Vous donnez un code qui permet d'immuniser contre la protéine S, et on sait que ces désadaptations ne sont pas immunomédiées. Alors, chez les immunodéprimés, ça marche moins bien que chez les immunocompétents, mais ça marche quand même. Mais comme ça marche moins bien, c'est pour ça qu'on a dit qu'il fallait une troisième dose. On est incapable de vous donner l'efficacité réelle, chiffrée de ces vaccins-là. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que les immunodéprimés vaccinés font moins de Covid que les immunodéprimés non vaccinés. Faire des sérologies ne sert probablement pas à grand-chose, puisque la sérologie post-vaccinale est probablement un très mauvais marqueur de la protection conférée par le vaccin. Alors, la tolérance, il y a des effets qui sont liés à la réponse en réaction au vaccin. C'est classiquement ce qui se passe sur l'AstraZeneca. Il y a un signal grave qui est pour les personnes jeunes et les vaccins à adénovirus. J'aurais dû mettre un S à vaccin, avec un risque de thrombose d'origine immunologique. Mais le rapport risque-bénéfice reste très favorable. J'ai depuis 10 puissance 14, parce qu'au-delà, j'ai du mal à voir à quoi ça correspond, mais j'aurais pu mettre 10 puissance 10 000. Le rapport risque-bénéfice reste bien sûr très favorable à la vaccination. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Bon, non. La seule contre-indication, c'est chez les personnes de moins de 55 ans, vous ne faites pas le vaccin AstraZeneca et vous ne faites pas le vaccin Johnson. Les femmes enceintes, c'est une indication. L'immunodépression, c'est une indication. Les enfants très à risque, c'est une indication. Et j'ai vu quelques questions. Oui, il va falloir vacciner les adolescents, bien évidemment. On va avoir des données sur Pfizer et Moderna qui montrent une efficacité assez intéressante. Donc, bien sûr qu'il va falloir vacciner les enfants, bien évidemment. Pour l'allergie, en fait, il y a très peu de contre-indications. J'aurais dû mettre un S aussi. Je vous ai mis ici les recommandations qu'on a mises en place avec nos collègues allergologues du CHU. Et vous voyez que les contre-indications, c'est la partie rouge que vous voyez ici. C'est antécédent d'allergie immédiate, avérée ou fortement suspecte à un des composants. Donc, immédiate, c'est anaphylaxie. Au PEG, au macrogol, au trométhanol ou ce genre de choses. Antécédent de réaction immédiate après une première injection de vaccin.
antécédent de réaction immédiate, un vaccin ou médicament non identifié. Réaction immédiate, c'est de l'anaphylaxie. Ce sont ces seules manifestations qui sont des contre-indications. Ce n'est même pas une contre-indication, vous voyez, ça nécessite un avis spécialisé. C'est qu'on arrivera à les vacciner, vous avez les lignes d'allergologie ici, mais de façon particulière. Toutes les autres, et notamment toutes les autres antécédents allergiques, ne sont pas une contre-indication. Si on a fait un œdème de Quick après des cacahuètes, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Donc, il faut vacciner. Je vous ai mis aussi, vous pourrez l'avoir, l'arbre décisionnaire qu'on utilise, nous, dans notre centre de vaccination. Vous l'aurez dans vos diapositives. Et puis, quel est le suivi? Oui, on fait un suivi, mais ça, on fait un suivi pour n'importe quel médicament, à vrai dire, parce que toute action médicale, il y a une balance bénéfice-risque et tous les médicaments ont des effets secondaires, c'est ce que je vous ai dit. Les vaccins sont beaucoup plus à risque d'identification d'effets secondaires, bien évidemment, non pas parce qu'ils en ont plus que les autres médicaments, c'est qu'on les donne à plus de monde, c'est tout. Et c'est pour ça, et donc c'est important de suivre ça. S'il y a une réaction inattendue qui survient après un vaccin, il faut suspendre la vaccination transitoirement. S'il y a un signal qui apparaît, c'est ce qui s'est passé avec l'AstraZeneca et le Johnson, pour faire des analyses. Ça peut être un effet secondaire, et dans ces cas-là, on calcule de nouveau le rapport risque-bénéfice à la lumière de cet effet secondaire-là, et c'est ce qui a été fait avec l'AstraZeneca et Johnson, c'est qu'en dessous de 55 ans, on a considéré que comme on a une alternative, ça ne paraît pas légitime de donner de l'AstraZeneca. Si on n'avait pas d'alternative, il faudrait le faire, parce que l'effet secondaire est beaucoup plus rare, mais comme on a une alternative, ça ne paraît pas légitime. Et puis, ça peut être aussi une coïncidence. Vous parliez tout à l'heure de l'époque-créative. Ça peut être une coïncidence. Sachez quand même que si à une date donnée, vous donnez à la population générale un placebo au lieu d'un vaccin, on observerait sur 1 million d'individus dans les 6 semaines qui suivent l'injection du placebo, 21 Guillain-Barré, 86 névrites optiques, 6 morts subites inexpliquées. C'est ce qui survient dans la vie de tous les jours, en fait, sans intervention médicale. Et sur 1 million de femmes enceintes, on aurait 400 avortements spontanés dans les 24 heures et 16 000 avortements dans les 6 semaines suivant l'injection. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui survient après la vaccination que c'est dû aux vaccinations. Ça veut dire qu'il faut se poser la question, bien évidemment, mais ce n'est pas du tout certain que ce soit lié à la vaccination, et il faut faire les études pour ça. Donc, il faut déclarer tous les effets, et en priorité les effets indésirables graves ou inattendus pour un lien suspecté, puisque c'est la multiplication des déclarations qui va nous faire voir un signal pertinent. Et puis comment? C'est au centre de pharmacovigilance, et là aussi sur les diapositives, vous aurez le site sur lequel vous pouvez faire la déclaration, et vous savez que sur CIVAC, on peut faire la déclaration de pharmacovigilance. Alors c'est très important d'avoir un suivi, et moi j'ai envie de dire que c'est quelque chose de très rassurant. C'est vachement bien qu'on suive en pharmacovigilance, dans les études de phase 4, les nouveaux médicaments, puisque justement ça nous permet d'identifier des effets secondaires qui n'étaient pas identifiables par les études d'enregistrement. Et donc, c'est très bien. Et si on trouve un tel effet secondaire, on recalcule le risque-bénéfice, bien évidemment. Et pour ça, il faut tous qu'on s'implique et fasse les déclarations. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je vais avoir du temps pour répondre à vos questions. C'est une pandémie gravissime. Je crois que vous étiez déjà convaincus. Il y a une mobilisation mondiale, mais il y a aussi un effort, pas que des professionnels de santé, c'est l'ensemble de la population. On a tous un rôle à jouer. Il faut être conscient qu'on vit finalement dans une chaîne d'individus, et quand on a une maladie contagieuse comme ça, on est tous dans le même bateau finalement. Et il faut que la chaîne soit solide. Et pour que la chaîne soit solide, il faut que tous on fasse les mêmes actions de prévention, de mesures barrières et de vaccination. La coordination scientifique internationale a permis d'aboutir à un vaccin en moins d'un an, qui est absolument extraordinaire. Ce sont des vaccins, des médicaments qui sont d'une efficacité redoutable, avec un rapport risque-bénéfice très largement favorable, et qui sont surveillés. Donc, il faut y aller, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Mathieu. C'était hyper clair, hyper précis. Alors, il y a eu pas mal de questions, comme tu as vu au fur et à mesure. Tu as déjà répondu à certaines. Notamment, il y avait pas mal de questions sur faut-il vacciner les gens les plus jeunes, les ados? Et je crois que la réponse a été sans ambiguïté. Il faudra le faire quand on nous donnera l'autorisation. Les femmes enceintes aussi, mi-juin, a priori. bien Ouais, compris. femmes enceintes, il faut faire. Ça, on a des données sur la vaccination des femmes enceintes et allaitantes, qui posent aucun souci. Alors, par définition et par précaution, comme avec n'importe quel vaccin, on préconise de ne pas vacciner pendant le premier trimestre, parce qu'on n'aime pas qu'il y ait de la fièvre pendant le premier trimestre de grossesse.
Mais après, on a des données, il n'y a pas plus de problème de tolérance chez la femme enceinte que chez la femme non enceinte. Et pour l'allaitement, ça ne pose pas de problème non plus. Alors, quid des pancréatites avec le Pfizer? Bah, il y a eu un signal, parce qu'il y a des gens qui ont déclaré des pancréatites dans les suites, enfin, dans les jours qui ont suivi une vaccination. Donc, il y a eu des signaux qui sont remontés. Et après analyse de pharmacovigilance, en fait, l'incidence des pancréatites n'est pas plus élevée chez les gens qui ont été vaccinés que chez les gens qui n'ont pas été vaccinés. Donc, quand on dit ça, à vrai dire, ça n'élimine pas forcément que certaines de ces pancréatites puissent ne pas être liées au vaccin. Ça, c'est vrai. Mais on parle juste qu'en termes populationnels, si vous vaccinez une population, vous n'aurez pas plus de pancréatites dans les suites que dans une population que vous n'avez pas vaccinée. Donc, pour l'instant, ça ne remet en rien en compte le rapport risque-bénéfice, quoi. Et en tout cas, les pancréatites qui ont été retrouvés pour l'instant, la plupart avaient une cause autre que la vaccination retrouvée. Alors, il y a aussi cette question qui revient et qu'on a en pratique, en fait, chez les patients qui sont immunodéprimés, greffés, qui ont certains médicaments. Je sais qu'en rhumato, on fait attention au Celcept, aux corticoïdes à forte dose, et qu'on dit de vacciner une troisième fois. Qu'en est-il et au bout de combien de temps faut-il revacciner? Alors, la troisième dose, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'on l'a fait à 4 semaines après la deuxième dose. Et ça dépend le profil, le vaccin qu'on a eu, parce que, en gros, si on a eu un AstraZeneca d'abord et qu'on a moins de 55 ans, il faut faire 12 semaines plus tard le Pfizer, et après 4 semaines plus tard, une deuxième injection de Pfizer, par exemple, ou de Moderna. Si par contre on a eu Pfizer d'emblée, on fait 6 semaines plus tard la deuxième dose de Pfizer et 4 semaines plus tard la troisième dose de Pfizer. Pourquoi ces 4 semaines-là? Ça a été décidé comme ça. On pense 4 semaines, ça paraît légitime pour. En fait, quand on fait 2 injections de vaccin, un rappel, on essaye toujours d'attendre au moins 4 semaines pour que le vaccin précédent ait fini son effet. Donc 4 semaines, ça paraît légitime d'un point de vue théorique. Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire à 6 semaines? Pourquoi pas? Ça marcherait pareil, ça marcherait probablement pas mieux, mais ça marcherait pareil. Est-ce que ça marche bien, ces protocoles de vaccination à 3 doses chez les immunodéprimés? On ne sait pas. Je ne peux pas donner de chiffres précis. Je ne peux même pas vous assurer que ça serve à quelque chose de faire une troisième dose. Je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas dangereux pour les malades immunodéprimés. Il n'y a pas de risque de rejet, il n'y a pas de risque de poussée de maladies inflammatoires ou de ce genre de choses. Donc, comme on sait que les immunodéprimés répondent beaucoup moins bien que la population générale parce qu'on a eu, et les collègues qui s'occupent de gens immunodéprimés ont eu certainement des patients bien vaccinés qui ont fait quand même du Covid. Donc, on a plus de patients immunodéprimés bien vaccinés qui font quand même des Covid. Donc, on sait que ça marche moins bien que la population générale. On se dit, ça ne peut pas faire de mal, ça peut sans doute marcher, ça peut sans doute amplifier la réponse, puisqu'il y a plein de vaccins pour lesquels faire une dose supplémentaire que la population générale, ça amplifie la réponse. Donc, c'est ça la légitimité, si vous voulez. Mais peut-être que dans un an, on nous dira que finalement, ça ne servait à rien de faire la troisième dose. Ça, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que ça ne fait pas de mal et ça peut peut-être rendre service aux malades, donc autant le faire. Et tu disais qu'en pratique clinique, ça ne servait à rien de dépenser de l'argent à doser les anticorps, c'est ça? En fait, on a beaucoup réfléchi. À un moment, on s'est dit, il n'y a pas de vaccin pour tout le monde. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire une sérologie pour rechercher les protéines anti-spike? Et ceux qui en ont, on ne fait pas la vaccination. C'est probablement en fait un mauvais raisonnement. Moi-même, je l'ai eu, ce raisonnement-là initialement, et on commence à se rendre compte que c'est probablement pas un bon raisonnement. Et en fait, il faut vacciner, il faut faire troisième dose aux immunodéprimés, point, quoi. Ok. Est-ce que, alors, l'Angleterre a beaucoup vacciné avec l'AstraZeneca et on n'a pas l'impression qu'ils déclarent beaucoup d'effets secondaires. Non, pour être tout à fait franc, il y a eu, alors plus maintenant, mais il y a eu un moment, je n'étais pas absolument certain de leur objectivité, notamment d'un point de vue politique, hein. Vous savez que Boris Johnson a beaucoup milité pour la vaccination et cette vaccination-là, donc je ne suis pas sûr que les scientifiques avaient toutes les coups des franches. Ils ont eu les mêmes incidences, hein, qui est un cas sur 700 000 à 1 million de vaccins par AstraZeneca chez les gens de moins de 55 ans de thrombose immunologique, les mêmes que les autres. Le nombre de morts, j'ai vu qu'il y a une question qui est arrivée ici, sur l'ensemble de la population mondiale, c'est probablement moins de 100. C'est bien sûr trop, mais c'est probablement moins de 100.
Donc, on n'a pas encore, en tout cas, eu chaque cas est bien sûr dramatique et il faut qu'il soit d'ailleurs très lourdement indemnisé, hein, parce que là, iatrogénie pure, à mon sens. Mais pour l'instant, on est à moins de 100 cas de ces événements-là, enfin de cas fatal, hein, j'entends. Ok, pendant l'allaitement, est-ce qu'on peut vacciner? Aucun problème, à fond. Donc il y a une question pour savoir quel argument pour les femmes enceintes, ben, tu les as donnés, hein, Alors, les femmes enceintes ne sont pas beaucoup plus à risque que les femmes non enceintes de faire une forme grave, mais probablement un tout petit peu quand même. Mais un tout petit peu. Ceci dit, la Covid, je crois que je vous l'ai montré, peut être une maladie sacrément embêtante, même chez les jeunes. Donc, il faut protéger, quoi. Hmm. Alors là, il y a une question très pratique. On dit, si j'ai suivi que quand les gens ont fait une infection, maintenant, il faut les vacciner à peu près 6 mois après. Il y a quelqu'un qui demande, alors pour l'étudiant qui part en Erasmus et qui n'est pas tout à fait dans les clous, est-ce qu'on peut vacciner un peu avant? Comment on fait Oui. en Tu as pratique? fait un Covid et qui part avant les 6 mois de son Ouais, c'est Covid ça, en ouais. Erasmus? C'est ce que j'ai compris en tout Oh cas. bah oui. En fait, on sait que la vaccination ne sert à rien dans les 3 mois qui suivent, probablement dans les 6 mois, mais là, d'un point de vue administratif, il va être tellement emmerdé, il faut le faire, et puis voilà. C'est pas dangereux, hein. Donc entre 3 et 6 mois, on peut le faire, quoi. Oui, oui, sans problème. Alors, y a-t-il une cohorte de nouveau-nés de mères vaccinées? J'imagine que non. Oui, alors là, pour le coup, encore une fois, je vous ai dit, les femmes enceintes sont peut-être un tout petit peu plus à risque que les femmes non enceintes, mais pour le coup, les nouveau-nés, pas du tout. Aucun problème. Ils s'en foutent royalement, eux, du Covid. Au vu des dernières études, les personnes cas contact et à risque identifié et vaccinées devraient-ils toujours être mis en isolement? Pour l'instant, le Haut Conseil de santé publique recommande toujours la mise en isolement de ces patients-là. Oui. Mais il est probable, voire certain, que dans le mois ou dans les 2 mois qui viennent, ce ne soit plus le cas. Mais pour l'instant, le Haut Conseil de santé publique recommande toujours ça. Oui. Ok. Est-ce que tu sais, quelle sera la périodicité du vaccin tous les ans? Ah non, j'en sais rien. Alors là, je ne sais vraiment pas. Ok. Ouais, je ne peux pas vous dire mieux. Alors, pour l'instant, ceux qui ont dit qu'il fallait une troisième dose, c'est le patron de Pfizer et le patron de Moderna. Hmm. C'est un peu normal qu'ils disent ça, quoi. Les gens qui vous vendent des télés, ils vous disent qu'il faut changer la télé tous les 2 ans, quoi. Là, c'est un peu normal qu'ils disent ça. Franchement, j'en sais absolument rien. Et il y a zéro donnée scientifique qui oriente dans un sens ou dans un autre. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une consultation spécialisée pour la prise en charge des symptômes Oui, post-Covid? oui, mais malheureusement, on ne peut pas avoir tout le monde. Alors, il y a une structuration qui est en cours là, entre les maladies infectieuses, la médecine du sport et la médecine physique et de réadaptation sur le plateau rennais, là. Mais en fait, l'objectif, et on a distribué à l'URPS, et avec les URPS, c'est Cédric Hervieux de chez nous qui a coordonné ça, on a mis en place une procédure de prise en charge en ambulatoire par les médecins traitants des Covid, des symptômes persistants post-Covid, parce que je pense que c'est vraiment de la médecine de première ligne, en fait, avec une prise en charge holistique du malade, etc. Et avec les fiches que je vous ai données là sur l'HAS, en fait, c'est avant tout de la prise en charge de soins primaires. Mais par contre, ceux qui peuvent poser des soucis, et sur la procédure de prise en charge qu'on a construit avec les URPS, on a les signes d'alarme qui doivent demander des avis spécialisés d'emblée, mais on explique comment prendre en charge les patients d'abord en soins primaires et après avis spécialisés si jamais les premières lignes de prise en charge ne suffisent pas. Donc, on trouve ça sur leur site alors. Oui, Ok, alors une autre question pratique, et c'est vrai que nous on l'a eu aussi, quel délai entre un autre vaccin et le vaccin anti-Covid dans les deux sens? 3 semaines. 3 semaines, La, 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 la NSM et la Haute Autorité de Santé recommandent 3 semaines par précaution. En fait, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les faire en même temps. Mais par précaution, on dit 3 semaines. Si jamais vous êtes vraiment bloqué, vous les faites en même temps, c'est pas grave. Ok. Et alors,
Il y a des questions plusieurs questions sur pourquoi faire qu'une seule dose chez les gens qui ont eu le Covid. Il semble que dans certains pays, on en fasse 2 en Belgique. Oui, mais sur les données scientifiques qu'on a actuellement, on a l'impression vraiment que même avec un Covid très ancien, d'il y a d'un an, et si on n'est pas immunodéprimé, parce que si on est immunodéprimé, il faut faire 2 doses après un Covid, une seule dose suffit largement. D'accord. Donc, aucun intérêt de sérologie, oui, on a répondu Non. ça. Imagine-t-on de grouper les vaccins grippe et Covid? Bah, pourquoi pas? Si on a besoin de les faire chaque année, pourquoi pas? Ok. Donc, on a des questions qui se recoupent un peu. Ça arrive, ça. Alors, de plus en plus de patients de plus de 55 ans, ça c'est une question pratique aussi, vaccinés par AstraZeneca, veulent avoir de l'ARN pour la deuxième. Tu fais comment, toi? Je leur donne de l'AstraZeneca. Et s'ils veulent pas? Bah, ils ne sont pas vaccinés. Ok. Non, mais là, en l'état actuel des choses, où il n'y a pas encore des vaccins pour tout le monde, il n'y a pas d'indication et de justification médicale de leur privilégier pour eux du Pfizer à l'AstraZeneca. Donc, à partir du moment où, en leur donnant des Pfizer, on prive quelqu'un d'avoir du Pfizer, ce n'est pas légitime. Maintenant, quand il y aura du Pfizer et du Moderna pour tout le monde, on ne fera plus l'AstraZeneca à personne. Non pas parce que c'est un mauvais médicament, mais c'est un médicament qui a un effet secondaire grave, certes rarissime, mais grave. Comme les autres n'ont pas montré cet effet secondaire grave, quand on aura ces vaccins-là pour tout le monde, on ne fera que ceux qui n'ont pas montré cet effet secondaire grave. Ça paraît logique. Mais pour l'instant, l'effet secondaire, ce serait que quelqu'un ne soit pas vacciné parce qu'on a utilisé du Pfizer à quelqu'un qu'on n'avait pas besoin et qu'il fasse le Covid, cette personne-là. Ça, c'est un effet secondaire grave. Donc, en l'état actuel des choses, s'ils ne veulent pas se faire vacciner avec l'AstraZeneca, c'est comme si on vous demandait, vous voulez prescrire tel médicament, et ils disent, oh, ben non, je ne peux faire pas celui-là, je donnerai l'autre, alors qu'il n'y a pas de raison médicale. Vous ne le feriez pas, bah, c'est pareil. Non, mais j'imagine qu'au quotidien, pour les collègues, c'est pas toujours si Non, c'est pas simple et facile. d'argumenter et de convaincre. Et Je c'est vrai sais, que c'est c'est compliqué, mais je sais ça. Le problème, c'est que si, non pas on cède, parce que ce n'est pas la question, ce n'est pas dans ces termes-là que se pose la question, mais si on accède à la demande, on crée un précédent et on enfonce un coin non scientifique dans un argumentaire complotiste. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est pire. Donc, nous, il faut qu'on reste fixé sur nos données scientifiques et voilà, tant qu'on ne peut pas faire autrement. ok. Ben écoute, je crois qu'on a répondu à peu près. Alors, il y a plusieurs vaccins contre la fièvre jaune. Est-ce qu'on peut. C'est L'idéal, 3 semaines pareil ou c'est plus l'idéal, c'est d'attendre 3 semaines, mais si on ne peut pas, on fait. Hein. D'accord. Ok. Alors là, j'ai une question sur l'EHPAD. En EHPAD, est-il justifié de tester Non, systématiquement les résidents vaccinés dès qu'ils sortent et qu'ils reviennent? ça ne me paraît pas légitime, mais chaque EHPAD peut avoir des règles qui sont ses règles propres et sur lesquelles vous n'y pouvez rien. Mais ça ne me Donc, paraît pas légitime. ils- ils ont été tellement traumatisés que Bah parfois il y oui, a des mesures un peu excessives. Ouais. exactement. Ok, vaccin virus inactivé, profil Alors, je vous avoue que d'efficacité. le Valneva, je ne connais pas Ouais. celui-là, mais il y a une publication qui est sortie ce matin dans le JAMA sur 2 vaccins chinois inactivés protéiques avec une efficacité de l'ordre de 65 à 70%. Et y compris contre des variants, voilà, c'était surtout du variant anglais, à vrai dire. Il y a une question sur les autotests remis aux enseignants, 2 cm dans la narine, qu'en pensez-vous? La sensibilité n'est pas excellente, donc, mais par contre, si c'est positif, on est sûr que c'est positif. Donc c'est une C'est bonne pas valeur mal. prédictive positive. Ouais, et puis dans une politique de dépistage de masse, certes, on va louper quelques cas positifs, mais quand même, on va avoir un filet assez bon, quoi. Les anticorps monoclonaux, c'est même pas les niveaux, enfin, le niveau de preuve n'est même pas faible. C'est qu'en gros, les publications qui ont étudié l'efficacité des anticorps monoclonaux, que ce soit en mono ou en bithérapie, montrent l'absence d'efficacité.
Donc, je vous avoue que dans notre société savante, on a été très surprise de recevoir cette injonction d'en prescrire à larga manu, alors que les données scientifiques montrent que ça ne marche pas, quoi. Donc, en gros, nous, on en a fait 2 fois. C'est tout. Mais on n'y croit vraiment pas beaucoup. Il y a une question sur l'efficacité d'une hétérovaccination. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les données scientifiques de l'efficacité seront connues aux alentours du 15 juin. Donc, je ne peux pas vous donner la réponse complète de cette réponse-là. Mais, en termes théoriques, il y a plutôt des arguments pour penser que c'est mieux de faire avec 2 vaccins différents qu'avec 2 fois le même. Il y a beaucoup d'aspects in vitro là-dedans, mais regardez ce qu'on fait pour le pneumocoque chez l'adulte. On vaccine d'abord par le Prévenard, puis le pneumo 23. Ce sont les mêmes cibles, enfin le pneumovax maintenant, parce qu'il n'y a plus de pneumo 23. Ce sont les mêmes cibles, il y en a un peu plus dans le pneumovax que dans le Prévenard 13, mais on renforce l'efficacité. Pourquoi? Parce que en fait, c'est toujours mieux sur une même cible, parce que là, l'AstraZeneca, le Pfizer ou le Moderna sont la même cible. C'est toujours mieux sur une même cible d'avoir 2 mécanismes différents, en fait. Vous potentialisez la réponse immunitaire. La réponse immunitaire, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de monolithique, une seule voie. C'est en fait plusieurs réponses à la fois qui vont avoir un effet. Et donc, multiplier les mécanismes de stimulation est plutôt bénéfique pour entraîner une meilleure réponse. Donc, il y a plutôt des avantages théoriques à faire 2 vaccins différents. Le deuxième élément qui nous rend très positif et très optimiste sur cette efficacité-là, mais encore une fois, on aura les réponses en juin, et peut-être qu'en juin, je vous dirai que les données montreront que tout ce que je vous dis là, ça avait beau être vrai théoriquement, ce n'est pas vrai en pratique, mais ça, on verra en 15 juin. Mais le deuxième élément qui nous rend beaucoup plus optimiste, c'est sur la tolérance. Je vous ai montré tout à l'heure que la tolérance était plutôt un peu moins bonne et il y avait plus de réactogénicité. Il y avait plus de douleurs locales, il y avait plus de fièvre, il y a plus de frissons quand on faisait le Pfizer après l'AstraZeneca. Or, il a été montré pour ces 2 vaccins-là que ces signes de réactogénicité qui surviennent dans les 24 à 48 heures après l'administration étaient plutôt témoins d'une meilleure réponse vaccinale. Donc, on peut penser que comme il y a plus de réactogénicité avec cette hétérovaccination, il y aura plus de réponses vaccinales. Mais la réponse, on l'aura dans 15 jours. Et puis, il n'y a peut-être pas qu'une réponse en termes d'anticorps, il y a une réponse cellulaire qui peut être différente. Exactement. Même quand les gens n'ont pas beaucoup d'anticorps. Exactement. Et c'est pour ça, multiplier les cibles, ça nous permet d'être intéressant. Le vaccin chinois, les vaccins ARN, les données sont peu connues, donc je ne peux pas vous donner les réponses. Mais je vous ai dit, là, il y a 2 vaccins chinois protéiques qui ont été publiés ce matin, qui montrent une efficacité entre 65 et 70% après 2 doses. Ce sont des vaccins en 2 doses. Ok. Il y a une question que je ne comprends pas très bien. Les patients ayant eu le Covid en EHPAD doivent être vaccinés avec 2 doses au bout de 3 mois, mais à quel intervalle entre les 2 doses? 3 semaines? 6 semaines. 6 semaines. Ok. Et puis, peut-être la dernière question, parce qu'on arrive au bout de la session. Et on a eu pas mal de questions déjà. Y a-t-il un risque de 4e vague malgré la vaccination? Oui, bien sûr. En fait, personne ne peut le dire, on n'en sait rien. C'est sûr que la vaccination va modifier l'épidémie, mais cette épidémie, en fait, depuis le début, elle nous a montré qu'à chaque fois qu'on disait quelque chose, on se trompait, quoi. Donc, sur sa dynamique, j'entends. Donc, moi, je dis plus rien sur la dynamique de l'épidémie. Parce que je suis sûr de me tromper, en gros. La seule certitude qu'on a, c'est qu'on a la chance d'avoir beaucoup de vaccins et qu'il faut vraiment motiver tout le monde. Voilà, écoutez, je crois que c'est l'heure de... On va remercier beaucoup Mathieu d'avoir fait un super topo, d'avoir répondu au tac à toutes vos questions. Et merci beaucoup Mathieu, et puis bonne soirée à tous. Plaisir. À bientôt. Au revoir.